Salam alaikum, Talli Dazoul, bonjour. Bon, alors on va faire une petite vidéo là pour qui va changer un petit peu de la Chan 2023, bien que c'est lié quand même, puisque le petit-fils de Nelson Mandela a fait un communiqué pour répondre aux Merzen, à toutes les attaques des Marocains, etc. Ce qu'on sait dans leur réponse, notamment, un des arguments, oui, mais le Maroc a armé Nelson Mandela, qui avait réclamé des armes et tout, vous êtes ingrat, donc a dit au petit-fils que il dit n'importe quoi, puisque le Maroc était avec Nelson Mandela. Alors c'est en partie vrai que le Maroc avait soutenu Nelson Mandela, mais c'était à l'époque. Ce qu'ils disent pas, c'est que c'était à l'époque de Mohammed V. C'était pas à l'époque de Hassan II. Et on va faire d'abord, avant de parler du communiqué lui-même, on va voir rapidement, je vais vous faire un petit rappel sur des affaires historiques, une seule, pour bien rappeler qui était Hassan II vis-à-vis de l'Afrique du Sud, du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. D'accord. Donc déjà, Mohammed V n'était pas Hassan II. Moi, je me souviens, ma mère, qui est toujours vivante, alhamdoulilah, elle me disait, elle a grandi pendant la guerre d'Algérie et tout ça, et puis bon, elle était adolescente déjà, et elle m'a toujours dit, depuis que je suis petit, quoi, pas petit, mais enfin, quand on a discuté de ça, à partir peut-être de mes 20 ans ou quoi, quand on parlait de ça, elle me disait, Mohammed V, on le respecte en tant qu'Algérien, mais Hassan II, non. Voilà, ça c'est clair. Elle m'a déjà eu, bon, je m'en souviens maintenant de ces propos-là qu'elle me tenait. Elle me disait, Mohamed V, non, on n'a pas trahi l'Algérie comme Hassan II, etc. Bon, on ne revient pas là-dessus. Donc, Mohamed V n'était pas Hassan II. Et Hassan II, lui, il était du côté du régime d'apartheid d'Afrique du Sud, quoi qu'on en dise. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Hassan II s'était donc mis dans le camp des années 60, dès qu'il a pris le pouvoir après la mort suspecte de son père, et sa prise de pouvoir. Déjà, c'était en 61, ça, hein, donc il est mort, Mohamed V, Allah yarham. Hassan II, lui, donc, il s'était mis directement du côté, dans le camp des USA, etc. Ces mêmes USA qui soutenaient le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Ça, on le sait, il y a toutes les infos là-dessus. D'accord. Donc, quand tu te mets dans ce camp-là, tu as tendance, évidemment, à suivre la politique de ce camp-là. Très bien. Il y a eu plusieurs épisodes qui montrent que Hassan II était dans le camp contre l'ANC, donc le parti, donc le mouvement de libération des Blacks en Afrique du Sud et tout ça. Notamment, il y a eu plein d'affaires. Hassan II avait soutenu et avait été intervenu avec son armée, puisque vous savez que tout le temps, le Maroc envoie son armée dans les interventions, que ce soit en Libye, en Syrie, au Yémen, jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais ça avait commencé déjà à l'époque de Hassan II. Et donc, par exemple, vous aviez donc dans les années, alors attendez, il y avait eu au Bénin un coup d'État, ça c'est en 77, hein, je pars et je reviens au niveau des dates, mais bon, en 77, tentative de coup d'État au Bénin, avec les mercenaires français de Bob Denard, tout ça, soutenu par Rabat à l'époque. Vous aviez en 75 l'Angola qui essayait qui venait tout juste d'être indépendant et qui est plongé dans une guerre civile et tout ça dès le début. Vous avez encore une fois Hassan II qui avait choisi l'UNITA qui était contre les indépendances, ceux qui, entre guillemets, le FLN angolais qui venait d'avoir son indépendance, l'UNITA. Pourquoi? Parce que c'était un mouvement anti-marxiste et tout ça. Donc, vous voyez, comment vous dire, le Maroc choisit les USA, donc contre le côté URSS, communiste et tout ça, donc choisit
dans le cas de l'Angola, le mouvement qui est côté USA aussi, contre son propre pays. L'UNITA combattait donc les indépendantistes angolais qui venaient d'arracher leur indépendance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'UNITA angolaise, donc côté USA, qui était du côté des USA, elle était appuyée par le régime d'apartheid de Pretoria à l'époque. Et Hassan II appuyait l'UNITA aussi. Donc ça, c'est encore une chose. Et après, il y a eu aussi, avec le Zaïre à l'époque, qui est devenu la RDC maintenant, la République démocratique du Congo, pareil, il y a eu encore des histoires. Donc bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais Hassan II, quoi qu'il en soit, personne ne peut dire qu'il soutenait Mandela. Ça, c'est archi faux. D'accord ? Avant, oui, il y a eu un soutien de la part du Maroc à Mandela, mais pas à ce moment-là. Donc, on va juste revenir sur un épisode, justement. C'est un épisode, le Polisario, il avait saisi en 79 un étrange butin de guerre suite à un raid contre les forces armées royales, donc les FAR, les rats. Il s'agissait de plusieurs automitrailleuses AML Panhard équipées de canons 60-90 mm, le représentant de l'époque de l'ANC, donc l'ANC sud-africaine à Alger, qui s'appelait Tamisindelo, il avait formellement reconnu l'origine sud-africaine de ces équipements. 79, on est. Preuve que Hassan II avait violé l'embargo sur les armes imposé au régime de l'apartheid par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et l'ONU. Donc il avait, vous avez entendu, violation de l'embargo sur les armes imposées. Donc ça veut dire qu'il avait des relations avec ce régime d'apartheid qui lui livrait des armes. C'est l'une des origines de la fracture avec les futurs hommes forts de l'Afrique du Sud. Maintenant, on va voir le communiqué rendu public ce mercredi 18 janvier 2023 de Mvezo Komkhulu, le petit-fils de Nelson Mandela, qui a réagi à la campagne marocaine menée contre sa personne après son allocution prononcée vendredi 13 janvier à l'occasion de l'ouverture de la chaîne 2023. Donc je vous laisse le lien pour aller lire le communiqué complet, mais moi je vous fais un mini résumé. Donc c'est peut-être pour ça que à l'intérieur du communiqué, que dit-il ? Le gouvernement marocain a non seulement soutenu le régime d'apartheid en Afrique du Sud et sa violation des sanctions contre la vente illégale d'armes à l'apartheid israélien, mais malgré le soutien populaire de son peuple à la Palestine, il continue d'être un allié clé en Afrique du régime sioniste israélien d'apartheid. Nous appelons le peuple marocain à avoir autant de principes sur le Sahara occidental qu'il l'a été sur la Palestine. Nous avons tous le devoir de prendre position et d'être des témoins pour la justice, même si c'est contre nous-mêmes, nos parents et nos proches, contre les riches ou les pauvres. Nous devons défendre la vérité. Et enfin, nous appelons le peuple marocain à exiger de leur gouvernement qu'ils mettent fin à l'occupation du Sahara occidental et qu'ils respectent et fassent respecter le droit international concernant à la fois le Sahara occidental et la Palestine. Voilà. Donc, en parlant aussi du peuple marocain, il y a Rusicada DZ, qui est une chaîne de football, qui a fait quelques débats aussi, par rapport à la CHAN. Lui, il fait pas de la politique, c'est pas de la politique que de parler de la tentative de sabotage, tout ça, du Maroc. Bon, très bien. D'ailleurs, il y a notre ami Reda 16 qui vient souvent sur cette chaîne. Bon, j'ai vu ce live, ou en tout cas quelques extraits. Et donc, Rusicada, ce qui est bien, c'est que il y a aussi des Marocains qui montent sur sa chaîne, des Marocains sensés, qui, ils défendent leur point de vue, tout ça, et ça se passe très très bien, et ils viennent très régulièrement. Donc, Rusicada, je le salue pour ça, c'est qu'il maintient un dialogue entre les peuples, entre guillemets, entre ceux qui veulent bien parler. Ça, c'est bien. Et chacun donne ses arguments. Par contre, si je peux faire un petit reproche, c'est que des fois,
il laisse, lui ou les autres intervenants, vous voyez, plus d'Algériens, c'est normal, c'est une chaîne d'Algériens, tout ça qui parle du foot algérien en général, mais il laisse passer des trucs. Alors des fois, ça répond direct, c'est l'inconvénient un peu du direct, c'est que des fois, il y en a un, il dit quelque chose et tu lui réponds pas du tac au tac avec des infos précises et tout ça pour contrer ce qu'il vient de dire. Donc, par exemple, vous avez sous la photo là, de Russikada qui a les lunettes en haut à gauche, vous avez Jamel. Ce gars-là, voilà, très correct, il n'y a pas de problème, marocain, machin. Une fois, je l'ai entendu dire, moi, par rapport à Nelson Mandela au discours, il a dit, moi, franchement, quand il a parlé du Sahara occidental, tu touches pas à l'intégrité territoriale de mon pays. Voilà, donc c'est hors de question. Pourtant, le gars, il est assez sensé sur le reste des fois, ce qu'il dit et tout ça, sur le côté ne nous faisons pas la guerre, hein, ne soyons pas ennemis les uns des autres, tout ça. Bon, il est intéressant, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit ça, que ce soit Reda 16 sur place, il n'a pas eu le temps peut-être de réagir, que ce soit Russikada, que ce soit les autres, personne lui a répondu au minimum. Puisque tu parles d'intégrité territoriale, alors qu'elle n'existe pas, l'intégrité territoriale, le Sahara occidental ne fait pas partie officiellement du Maroc, point à la ligne, ça c'est clair. Donc ce gars-là, il répète juste des choses qu'on lui a qui sont dans son ADN presque, qu'on lui a insufflé depuis tout petit, depuis le berceau et tout ça. Donc, il répète ces choses-là. Donc, intégrité territoriale. Donc, tu parles de souveraineté nationale. Alors, par exemple, il aurait pu lui poser la question pourquoi Israël vient de signer un contrat, une compagnie israélienne vient de signer un contrat avec ton pays, et ce même contrat d'exploitation, avant c'était une société anglaise. En gros, c'était à peu près 50-50 au niveau des bénéfices, comment ils se les partageaient en cas où ils trouvent du gaz, tu sais, au Sahara occidental, dans la mer et tout ça en offshore. Bref, c'était en gros 50-50, voilà. L'autre société s'est retirée, c'est une société maintenant sioniste, du Sionistan qui a repris le contrat. Et le contrat, c'est quoi? C'est 75% pour les sionistes et 25% pour ton État. Voilà ce que signe ton régime. Alors, en quoi tu peux parler d'intégrité territoriale dans ce cas-là. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse. On va écouter maintenant, pour finir, il y a eu une conférence de Emmanuel Todd, donc un historien, chercheur, etc., qui faisait une conférence sur l'Ukraine et tout ça, et j'ai écouté, bien sûr, et j'ai noté, c'est une question d'un étudiant marocain qui était à cette conférence, qui lui a posé une question, vous allez écouter, une question sur son propre pays. Voilà. Emmanuel Todd n'a pas su spécialement lui répondre à ce moment-là. Vous allez voir sa réponse. Finalement, il lui dit, bah non, j'ai pas répondu. Il parle pendant 10 minutes pour lui répondre, mais sans lui répondre, finalement. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. C'est parce qu'il était sur l'Ukraine, lui, plus concentré à ce moment-là dans sa conférence. Bref. Mais cet étudiant, qui est aussi dans le peuple marocain, dont Mandela, le petit-fils de Mandela, appelle ce peuple-là à être juste, puisque vous soutenez la Palestine, soutenez la vérité aussi, et soutenez parce que c'est la seule solution pour s'en sortir de cette affaire de Sahara occidental, c'est le référendum d'autodétermination. Soutenez, dites à votre gouvernement de faire ce référendum, et l'histoire sera finie. Soit le Sahara fera partie du Maroc, soit il ne fera pas partie, point à la ligne. Mais bon, c'est ce que dit Mandela. Et ce jeune homme, qui donc à l'intellectuel, vous avez bien écouté, j'ai essayé de corriger le son, parce que dans la vidéo originale, on n'entend pas bien, donc tendez bien l'oreille à sa question. Lui, il dit, moi je veux combattre pour que mon pays aille mieux, et j'ai peur de ce qui se passe actuellement, et j'ai peur de l'implosion. C'est un gars qui est très très informé de ce qui se passe dans son pays, et sa question, elle est très très pertinente, mais on note bien que même si c'est pas dit dans les médias, etc., les Marocains eux-mêmes on n'en parle pas, ils veulent pas voir tout ça et tout ça, la situation elle est hyper tendue
à l'intérieur du Maroc, dans les hautes sphères, etc. Le Maroc ne mène pas une bonne politique de vérité dans l'intérêt de son pays. Le Marzen ne mène pas une bonne politique dans l'intérêt de son pays. Et il y a des gros risques. Et ce gars exprime ce que énormément de Marocains pensent, mais ne disent pas. Je vous laisse écouter. Ça dure 1 minute 30 et on revient tout de suite. Bonjour, Monsieur Todd. Je vais essayer de me présenter succinctement. Enfin, j'ai pris la parole parce que je vous que ça rebondit bien avec la question de mon camarade. En fait, je suis un étudiant étranger, je suis marocain. Et j'ai réussi à me droit au Maroc, je suis malheureusement en France parce que j'ai décidé de consacrer ma vie au fait que j'ai envie d'aider ma vie à l'évolution de mon pays parce que j'ai envie que ça change. Et donc, je suis venu en France refaire mon année pour vraiment avoir des questions. Et vous êtes quelqu'un envers qui j'ai beaucoup d'admiration. Et bien que votre conférence était super intéressante et j'ai appris beaucoup de choses, je voudrais quand même vous poser une question quand même sur mon pays, dont je sais que vous avez quand même quelques informations. Moi, j'ai travaillé pour votre gouvernement même. Hein. Je sais, et j'ai pas pu lire les rapports malheureusement. Est-ce que, de par les éléments que j'essaie de comprendre le fonctionnement de mon pays et vers quoi ça évolue, je suis très gentil. Bon, je rappelle quand même, je fais quand même partie un peu des classes plus privilégiées du Maroc, de par ma présence ici. Et je suis vraiment très inquiet sur la tournure que ça prend, non pas pour ma personne ou pour ma classe, mais je sens que ça peut imploser. Parce que les choses ne se dirigent pas vers une répartition plus juste et démocratique. Est-ce que vous pouvez, si vous avez le temps ou si vous voulez y répondre, donner des éléments sur comment vous voyez l'évolution du Maroc, qu'est-ce qui peut y arriver, comment le prospectiviste Ah oui, prophète certifié, comme je dis. Mais ça, c'est un peu fini, là, c'est clair que je nage. Hein. Si on m'avait dit... Et donc, pour le Maroc, c'est... Vous voyez, ben, en gros, je viens de vous dire que j'en ai aucune idée, quoi. Voilà, on va finir aussi avec Hakim La'alam. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Elles durent tout le temps 2-3 minutes. Il travaille donc au Soir d'Algérie, un journal algérien. Il a énormément d'humour et beaucoup d'intelligence et de finesse à chaque fois. Franchement, il a très peu de vues. C'est pas normal, quoi. Mais bref, parce que c'est toujours intéressant. Et là, il dénonce, par exemple, dans sa dernière vidéo, l'accord qu'il vient d'avoir entre Israël et le Maroc en matière militaire. C'est encore très grave, mais bon. Et il dit au peuple marocain, si tout va très bien pour vous, que vous ne dénoncez pas ces choses-là, que voulez-vous que je vous dise? Voilà, je vous laisse un petit extrait avec lui, je vous conseille d'aller voir ses vidéos et de s'abonner à sa chaîne. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. Les estomacs fragiles qui ne supportent plus de me voir traiter du sujet marocain. Cette information. Les 16 et 17 janvier dernier, au Maroc, à Rabat plus précisément, s'est tenue une réunion. Oh, sans tambour ni trompette, non. Ce n'est pas le genre la Zerda, le Shteh et le Rdih, vu le pédigré des invités du jour. Qui, pour la partie israélienne, le directeur du bureau des affaires politico-militaires au ministère israélien de la Défense, Dror Shalom. Et en face, l'inspecteur général des forces armées royales marocaines. Rien que ça. Le Maroc et l'entité israélienne ont décidé de renforcer et d'accroître à un niveau inédit, donc exceptionnel, leur coopération militaire et de l'étendre au domaine du renseignement, de la défense aérienne et de la guerre électronique. Voilà qui est encore debout dans l'auditoire, qui n'a pas roulé sous la table à force d'avoir été saoulé par moi et mes jérémiades anti-Marzen. Il y a encore quelques personnes lucides, pas alcoolisées au point de non-retour. Bien, très bien. À toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas sombré dans le délirium très mince par ma faute, je pose une question, une seule question. Faut-il que je fasse un dessin au lieu d'une chronique pour que tout le monde comprenne le danger imminent qui nous guette si nous ne nous mobilisons pas tous les jours contre ces actes d'hostilité, contre cette coalition des frères de sang marocains et israéliens?